journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition rétrospective dont voici les titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec les 85 sénateurs membres de l'Union sacrée. Cette rencontre a permis au chef de l'État de féliciter de vive voix ses parlementaires et de les encourager pour leur appartenance à l'Union sacrée de la nation. L'avenue Bokassa, reliant la commune de Barumbu à celle de Kinshasa, est dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de ce tronçon routier de la capitale ont lancé un SOS aux autorités compétentes. Enfin, pour lutter contre la troisième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo, Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a appelé la population quinoise au respect strict de mesures barrières. La rencontre a été convoquée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est en même temps l'initiateur de l'Union sacrée de la nation. Autour du chef de l'État, vous avez vu les 85 sénateurs qui sont membres de l'Union sacrée de la nation, qui sont venus écouter l'autorité suprême. En substance, le chef de l'État a demandé à tous les sénateurs qui ont choisi de l'accompagner dans sa vision de se comporter en conséquence, c'est-à-dire l'accompagner réellement dans la grande œuvre de donner l'espoir à notre peuple congolais, pas seulement l'espoir, mais d'arriver à des résultats palpables qui feront changer ce pays qui est un pays béni, un pays où il y a tout, où il y a les potentialités humaines, il y a les potentialités naturelles, et il ne reste que notre volonté et notre agir pour transformer ce pays et en faire un paradis. Deuxièmement, le président de la République a informé les sénateurs qu'il y a un comité qui a rédigé un projet de charte et la charte a été distribuée à tous les sénateurs de manière à ce que chacun puisse apporter ses amendements et à la fin, lorsqu'il y aura un consensus sur la question, eh bien, la charte sera adoptée de manière donc consensuelle. Troisièmement, le président de la République a insisté sur la discipline qui doit nous caractériser, parce que quand on est dans une famille politique, il faut respecter les règles, il faut avoir une ligne de conduite. Sans ces conditions-là, eh bien, on ne peut pas atteindre les objectifs. Le président de la République a remercié les députés et les sénateurs pour l'engouement et la détermination de tous à participer à l'effort de paix. D'abord, je suis heureux de pouvoir finalement être ici, à Goma, pour apporter un message de soutien. Car comme vous le savez, depuis le 22 mai, après l'éruption volcanique, et par la suite, les mouvements sismiques qui ne se sont pas arrêtés, la population de Goma s'est retrouvée d'abord totalement déplacée, puis en partie déplacée dans certains quartiers. Et depuis ce moment-là, nous, au niveau du gouvernement, nous avons été très affectés par la situation de Goma. Nous avons commencé par faire venir une délégation ici, une délégation qui devait faire un état des lieux. Et à la suite de cette visite de cette délégation ministérielle qui a fait sur Kinshasa, nous avons décidé à notre tour de venir apporter un message de soutien à cette population de Goma qui, au-delà déjà des services de sécurité, a dû se retrouver face à cette catastrophe naturelle qui est arrivée de manière imprévisible. Et aussi apporter un message de soutien du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui, comme vous
vous le savez, a appelé tous nos compatriotes à être à côté de cette population de Goma. Mais aussi au-delà de nos frontières, de pouvoir les soutenir. Commençons par lui-même, par tout le gouvernement, mais aussi par toutes les provinces. Nous sommes aussi venus nous rendre compte de la situation justement dans laquelle se trouvent ces déplacés. Comme vous l'avez dit, ils se trouvent à Sake et à Minova, sur l'axe dans le sud Kivu également, voir l'état dans lequel ils sont et nous assurer qu'ils puissent être dans les conditions les plus optimales possibles. Nous voulons aussi dire ici que nous apprécions l'aide qui est apportée par nos partenaires, notamment tous les pays qui compatissent avec nous, mais aussi la MONUSCO, toutes les agences des Nations Unies, mais aussi tous les humanitaires. Et au-delà de ça, je voudrais aussi, comme le chef de l'État l'a fait, dire merci aux compatriotes qui ont bien voulu accueillir ces familles qui se sont retrouvées chez eux. Et aujourd'hui, comme nous venons d'arriver à Goma, nous espérons que nous allons continuer à avoir des meilleures conditions et que ça va permettre le retour des populations. Et par d'autres, on peut dire que l'aéroport est rouvert parce que vous avez atterri à Goma. Oui, en tout cas, d'abord c'est ça que l'on peut constater. Donc l'aéroport est rouvert. Et je voudrais aussi insister qu'au-delà de cette visite humanitaire, il y a aussi des aspects sécuritaires. C'est comme ça que vous voyez que nous avons une grande délégation avec nous et nous allons nous pencher vraiment sur toutes les questions qui concernent. C'est excellent. Merci beaucoup. Nous sommes d'abord venus pour les civilités. C'est notre chef direct. Il est tout à fait normal quand on vient dans la capitale de pouvoir commencer par lui et lui donner la situation sécuritaire de la province, la situation générale de la province. C'est ce que nous sommes venus faire. Il y a quelques préoccupations par rapport aux effectifs de la police, par rapport à la formation de la police de mines, police de frontières, ainsi que les autres préoccupations que nous avons pu échanger avec le chef. Et nous avons trouvé l'oreille attentive. Il nous a promis de pouvoir régler tout ce que nous avons comme problème le plus rapidement possible, mais nous restons encore pour d'autres séances de travail qui sont indispensables pour la province. En tout cas, comme je viens de le dire, son oreille était attentive, il nous a écoutés, il nous a donné des pistes de solutions qui se poursuivent pour qu'en rentrant dans la province du Lualaba, nous puissions rentrer avec des solutions concrètes. Et c'est ce que nous allons faire pendant plusieurs séances de travail d'ici lundi, mardi, et pouvoir rentrer avec des solutions, ce qui est tout à fait satisfaisante pour la population de Lualaba qui attend beaucoup de cette formation de nos policiers et puis l'augmentation des effectifs. Il veut connaître les coins et recoins de son ministère. Le ministre Tony Mwaba fait de l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents son cheval de bataille, raison de sa visite au secrétariat général de l'EPST pour faire l'état des lieux. Ici, le patron de l'éducation nationale a palpé les conditions de travail du personnel qu'il a qualifié lui-même de médiocres. Saisissant la balle au bon, les agents lui ont soumis des revendications, entre autres l'application de certains arrêtés, restées lettres mortes, la suppression illégale de certains avantages sociaux. Une visite qui rassure toute la population. Vous suivez comment les gens sont en train de chanter. Donc, comme le ministre l'a constaté, les gens travaillent dans de mauvaises conditions. Et nous avons l'espoir qu'avec lui, nous pouvons améliorer tant ça fait les conditions de travail des agents. À tous les problèmes soulevés et constatés sur le lieu, le ministre de l'EPST Tony Mwaba a promis des réponses rapides, adaptées et concertées. Vous savez qu'on peut avoir la bonne volonté du monde, on peut avoir de belles idées, même en couleur, mais si l'administration ne vous accompagne pas,
si l'administration ne travaille pas dans de bonnes conditions, je crois que tout ce qu'on peut se construire comme bonheur en rêve ne sera qu'un rêve illusoire. Voilà pourquoi nous sommes descendus sur terrain pour palper du doigt les mauvaises conditions de travail de ces agents qui, depuis que je suis arrivé, j'ai remarqué qu'il y a de l'expertise dans l'administration et on essaye d'avancer, mais il faudrait également penser à l'amélioration des conditions de travail de ces agents. De ces faits, Tony Mwaba veut ainsi consolider les liens avec l'administration de son ministère, qui est le secrétariat général. C'est une mission du gouvernement. Je suis accompagné, comme vous venez de l'entendre, du prof Michel et de M. Kassereka, un compatriote qui s'y connaît dans ce domaine. On est venu ici par rapport au dégazage du golfe de Kabounou. Il faut nécessairement qu'on puisse dégazer ce golfe, sinon il pourrait y avoir des risques d'explosion. En plus, le volcan Nyamulagira est non loin et qui est toujours actif. Donc admettons que ce volcan puisse entrer en éruption, on va perdre une grande partie de la ville de Goma. Parce que comme vient de l'expliquer le professeur et M. Kassereka, ce gaz toxique est à moins de 20 mètres de la surface. Donc dès qu'il y aurait des laves ici, il peut y avoir explosion et ce gaz va suivre la direction du vent. Si le vent l'emmène vers Goma, c'est une grande partie de la ville de Goma que nous allons perdre et toutes les villes ou villages avoisinantes. Donc c'est quelque chose de très dangereux que nous prenons au sérieux. Le chef d'État le prend vraiment au sérieux. Le Premier ministre, nous sommes venus avec lui et il m'a chargé de ne pas rentrer à Kinshasa mais de rester ici pour surveiller ce qui doit être fait. Nous sommes venus sur le terrain, on a vu la station pilote que le prof Michel a eu à faire, elle est bien là, elle fonctionne déjà, mais à elle seule, elle ne pourra pas dégazer. Donc il faudra qu'on puisse revenir ici, d'ici là, avec le prof Michel pour qu'il puisse mettre d'autres stations et finaliser le travail qu'il a commencé. Ces 4 pick-up Land Cruiser 4x4, toutes neuves, sont une nouvelle dotation du gouvernement provincial du Haut-Katanga, déterminée à faciliter la sécurisation de ses administrés. Avant de les remettre ce lundi au commissaire de la PNC, le gouverneur de province, Jacques Yabula Kato, a réitéré son engagement à œuvrer pour la sécurité de la population et de ses biens et a demandé aux services bénéficiaires de les utiliser à bon escient. Nous avons vu comment la police s'est battue pour arriver à réduire l'insécurité sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga. Coup de chapeau, nous sommes très contents et nous sommes conscients que les véhicules ont été exploités à fond et aujourd'hui il se pose encore un besoin de renouveler les charrois automobiles. Mais cette fois-ci nous vous prions de garder en bon père de famille ces véhicules de sorte qu'ils durent dans le temps. Jacques Yabula Katoué a remis symboliquement les clés de ces véhicules à son ministre provincial de l'Intérieur, Thierry Michel Kikontoué, qui les a remis à son tour au commissaire provincial de la police, Louis Segon Karawa. J'ai compris que votre priorité était la sécurité de la population et vous ne vous êtes pas lassé pour soutenir la police et vous continuez à le faire. Nous vous promettons bon usage de ce matériel que vous mettez à notre disposition pour que la population puisse se sentir en sécurité. Ces 4 pick-up Land Cruiser 4x4, kilométrage zéro, peintes aux couleurs de la PNC et équipés de gyrophares, viennent s'ajouter à plusieurs autres que le gouvernement Kabula a remis aux services de sécurité ces 2 dernières années. Tout ceci vise la sécurisation des Haut-Katangais et de leurs biens, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les temps sont durs pour la plupart d'entre nous. L'inquiétude provoquée par le coronavirus lamine notre morale. C'est bien entendu notre santé qui est au centre de nos préoccupations. C'est pourquoi nous sommes tous tenus à sauver plus de 15 millions de vies dans notre ville. Ainsi, je vous exhorte à la stricte observance des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour limiter la propagation de la pandémie. Les lavages réguliers de mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Le port correct et obligatoire des masques dans le lieu public,
dans les taxis et transports en commun. La prise des températures avant l'accès en des lieux publics. La distanciation physique. L'interdiction des activités publiques comme le marche public, les productions artistiques et les kermesses. Les cérémonies festives et les réunions de plus de 20 personnes. Les compétitions sportives se font à huis clos. Les transports des dépouilles mortelles directement de la morgue au lieu d'inhumation sans veillée mortuaire. Le fonctionnement des églises avec strict respect des gestes barrières. La circulation pendant le couvre-feu de personnes munies de l'autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception, bien entendu, des personnes se trouvant dans la situation d'urgence sanitaire. J'instruis à cet égard le commissaire provincial de la police nationale congolaise à assurer le contrôle strict des présentes mesures. Quinoises et Quinois, en attendant l'annonce éventuelle de mesures complémentaires par le gouvernement national, je vous exhorte à respecter le couvre-feu instauré par le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui va de 22h à 4h du matin. Que Dieu nous protège tous, que vive la ville de Kinshasa. Je vous remercie. Il est vrai que l'annonce de la troisième vague de Covid-19 nous inquiète énormément, surtout en ce qui concerne le respect du calendrier scolaire réaménagé. Ce calendrier va jusqu'au 8 septembre et il nous est en ce moment impensable de pouvoir imaginer encore un deuxième réaménagement parce que nous risquons de connaître un chevauchement entre l'année scolaire en cours et l'année prochaine. Tout ce que nous faisons et la task force contre la Covid-19 au niveau de notre sous-secteur de l'EPST est en train de se réunir pour arrêter un train de mesures qui nous permettront de respecter strictement les gestes barrières et d'autres dispositions de manière à ce que cette vague ne puisse pas perturber l'année scolaire en cours pour que nous puissions atterrir vraiment en douceur et qu'il n'y ait pas fermeture des écoles. Mais au niveau des écoles, bien avant cela, on remarque qu'en relâchement, les gestes barrières ne sont plus observés et rien n'est fait par les autorités de ces écoles pour faire respecter ce qui a été édicté comme mesure. Justement, c'est à cause de ces relâchements-là que la task force Covid-19 de notre sous-secteur de l'EPST se réunit pour le renforcement de ces mesures-là, de manière à ce que le calendrier scolaire ne soit pas perturbé. C'est pour cela que la task force se réunit et les résolutions, je crois qu'à partir de demain, sinon plus tard dans la semaine, nous allons annoncer dans tous les établissements les mesures qui doivent être rigoureusement respectées pour ne pas avoir un impact négatif sur le calendrier scolaire. Na Lingala, annoncé troisième vague à Covid-19, calendrier autosali nango lelo. Et ça permettre que tout ça la erreur, tout relâcher les gestes barrières, pour ceux qui to sali yango que Covid est côté na ba école, ceux qui to meki ko kanga ba école, to perturber pas seulement année oyo, même année prochaine, parce que tant la année ozo kende ti le 8 septembre. Donc calendrier est allé réaménager. Crainte na biso ça que to réaménager yango deuxième fois parce que wana to bebisi na année oyo ezali koya. Mais tozali ko sala ba réunion na o to bengi task force équipe oyo ezali ko statuer sur Covid-19 na kati ya EPST pour tozo ba mesure oyo ba chef d'établissement ba bureau gestionnaire ba ko respecter rigoureusement pour que to connaître ka ba permettre ba école té sinon calendrier kozala perturbé. Merci beaucoup. Merci. Vous avez tous suivi les déclarations faites par M. Israël Mutombo disant que moi, Barnabé Kikayabine Karoubi, je détiens par devers moi une carte de crédit Visa qui est liée au trésor public. Ces déclarations sont de nature à entamer ma réputation d'homme politique et elles ont été
faite de manière violente au point de provoquer un assassinat politique, n'est-ce pas, de ma personne. Alors, je suis venu ici en justice, accompagné de mes avocats conseils, pour que M. Israël Mutombo vienne présenter les preuves de ce qu'il avance. D'ores et déjà, je peux vous dire que toutes ces déclarations sont fausses et archi-fausses. Je n'ai jamais utilisé une carte de crédit liée au trésor public en dehors des fonctions que j'ai occupées pour servir le pays. Voilà, je ne peux pas en dire davantage parce que nous venons d'ouvrir un dossier ici. Nous attendons de répondre devant le juge. Merci. Sélé Yalagouli a estimé que les propos qui ont été avancés par le journaliste Israël Mutombo, dit Sango, sont de nature diffamatoire et c'est uniquement pour ce motif qu'il est venu déposer une plainte pour que la justice puisse étudier minutieusement ces déclarations et devoir réparer ça parce que c'est inadmissible que quelqu'un, l'honneur, soit battu en pâture comme quoi il est en train de voler l'argent de la République. Quand le client estime que ces propos sont diffamatoires, vous l'avez suivi, ces propos sont dans tous vos téléphones, comme quoi, ils ont des cartes Visa qui sont en réalité connectées au trésor public. Ça, c'est des propos qui ont un contenu et qui doivent avoir absolument un contenu dans l'entendement de l'opinion et de la justice. Alors, comme M. Sélé Yalagouli estime qu'il n'a jamais pris $1 de la République et que ces comptes-là, ou bien cette carte, découle justement de la pratique et des us et coutumes du fonctionnement de l'État, il n'a jamais été, je voulais dire, demandé une quelconque carte. Ce sont des cartes qui sont commandées justement par l'administration publique au profit de quelques personnalités, dont le gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères et peut-être le ministre de l'Intérieur, et qu'aujourd'hui, cela soit mis dans les comptes de quelqu'un qui a détourné, comme vous avez entendu, des propos avancés. Ces faits sont extrêmement graves. Et donc, le client estime que la justice doit devoir fondamentalement se renseigner ou bien auditionner l'auteur de ces propos pour en donner un contenu. En date du 22 mai dernier, nous avions pris la mesure préventive de délocaliser les habitants des quartiers situés le long de la coulée de lave, tel que recommandé par les scientifiques de l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG en sigle, et par la coordination de la protection civile. Certains de nos compatriotes avaient pris la direction indiquée de Saké et de là ont cheminé vers Massissi Centre, Minova, jusqu'à Bukavu pour se mettre à l'abri. D'autres ont choisi la direction de la Grande Barrière et ont trouvé refuge dans la ville sœur de Gisenyi au Rwanda. Par ailleurs, l'ouverture de la route de Rutshuru, coupée auparavant par la coulée de lave, a permis le désengorgement de la cité de Saké. De ce fait, je félicite la population pour la triste observance du plan de contingence et d'évacuation en vigueur. Par cette même occasion, je réitère mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et j'apporte mon soutien tant affectif que moral à mes compatriotes qui souffrent dans leur chair de suite de cette catastrophe. Eu égard à ce qui précède, je porte à la connaissance de la population de Goma et de ses environs que les coulées de lave se sont nettement stoppées et solidifiées et que les tremblements de terre ont sensiblement diminué.
Donc je suis Diego Zorrilla, je suis le coordonnateur humanitaire adjoint et effectivement nous venons d'une session de travail avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, accompagné d'un grand nombre de ministres de sa délégation qui sont déplacés ici à Goma. Ils ont réussi à atterrir dans l'aéroport de Goma, donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle, l'aéroport semble être rouvert. Et pour justement planifier les suivantes phases de cette situation pour la population de Goma et un éventuel retour. Ce retour n'a pas encore été annoncé par les autorités de l'État, c'est à elles que ça correspond de faire, mais il y a une planification qui est en cours. Et de l'autre côté, les humanitaires, on a expliqué tout ce qu'on a pu faire dans les derniers jours pour donner un appui à la population déplacée là où elle se trouvait déplacée, à Sake, à Minova, à Bukavu, à Rutshuru, à Kiwanja et dans d'autres endroits. C'est nécessairement une aide insuffisante, c'est nécessairement une aide qui a été mise en pied très très rapidement. La population souffre là où elle se trouve, malgré cette aide que nous avons pu apporter. Et maintenant, avec le gouvernement va planifier la phase du retour. Et dans ce retour, bien sûr, les humanitaires seront prêts à faire leur part, tout en sachant que nos capacités sont très très mise à l'épreuve par la quantité énorme de crises humanitaires qui sévit, bien qui se donne à l'est du Congo, notamment la situation en Ituri qui nous inquiète beaucoup, la situation aussi dans les hauts plateaux du sud Kivu, aussi dans le territoire de Djougou, aussi dans le Tanganyika, enfin dans beaucoup d'autres territoires de Beni, dans beaucoup d'autres territoires où malheureusement les conflits génèrent des déplacements de population auxquels s'ajoutent des problèmes structurels comme la malnutrition et puis le manque d'accès à la nourriture qui créent des besoins humanitaires énormes. Donc nous allons continuer à appuyer bien sûr la population de Goma, là où elle se trouve maintenant. Nous allons continuer à appuyer ce processus de retour, mais ce processus dirigé par le gouvernement. Mais nous n'oublions pas tous les autres besoins humanitaires qu'il y a dans le pays. En quoi consistait votre aide autour de la première phase? C'était essentiellement basé sur... Autour de la première phase, on a donné un appui, j'imagine que vous avez été à Sake, à Rutshuru, à Kiwanja, dans tous les sites. Il y a eu une distribution d'aliments qui a été faite pour la population déplacée. Il y a eu du travail qui a été fait en matière d'eau, assainissement, en matière d'accès, pour donner de l'eau d'urgence, parce que ce sont des zones, Sake notamment, il y avait très peu d'accès à l'eau, parce qu'il y avait un système d'eau, mais qui a été dégradé par manque de manutention. Donc avec l'influx de nouvelles personnes, il a fallu mettre de l'eau d'urgence. D'ailleurs, on l'a aussi fait dans les quartiers de Goma où la distribution d'eau a été endommagée. Il y a eu des actions avec des abris aussi, des abris temporaires, des abris de fortune, des abris collectifs. Il y a eu l'accès à la santé pour prévenir la transmission l'expansion de maladies à risque épidémique, notamment le choléra qui est endémique dans la ville de Sake. Donc beaucoup de choses ont été faites. On a mobilisé des ressources, on a mobilisé plusieurs millions de dollars. Le coordonnateur humanitaire lui-même est venu ici, accompagné d'une forte délégation de Kinshasa. Ils sont partis hier. Donc on a beaucoup fait en un court espace de temps pour aider la population qui s'était déplacée suite à la décision du gouvernement émise entre la nuit du mercredi et du jeudi, il y a 10 jours. Mais moi, ça fait déjà 10 mois, tellement les jours sont passés vite ces derniers jours. Et si pour moi, ça me semble ainsi, encore plus pour la population qui souffre, qui est déplacée, qui est en dehors de leur maison. Espérons que l'évolution de la situation par rapport au volcan et par rapport à la sismicité va permettre que le gouvernement donne ce feu vert pour le retour sur la ville de Goma. Au retour, le gouvernement a promis de donner des tôles à ces familles, au retour, les familles sinistrées. Ce sera quoi votre degré d'intervention lorsque ces familles vont retourner sur la lave pour construire? Vous parlez d'une promesse faite par le gouvernement, très bien, moi je ne suis pas, enfin bien, si le gouvernement veut donner des tools, c'est très bien. Nous les humanitaires, on se concentre sur l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, c'est l'aide qui aide à sauver des vies. Pour les personnes, les 3000 et quelques ménages qui ont tout perdu, on va voir si c'est nécessaire avec le gouvernement de donner une assistance d'urgence. Mais nous ne sommes pas, nous les humanitaires, on n'est pas dans la reconstruction, on n'est pas dans la réhabilitation de long terme. Comme je dis, il y a des millions de compatriotes congolais et congolaises qui vivent dans des conditions effroyables, dans des familles d'accueil, dans des camps de déplacés. C'est vers eux que va se concentrer notre assistance première, mais bien sûr nous restons à l'écoute des besoins de la population de Goma aussi.
Les usagers de l'avenue Bokassa dans la commune de Barumbu et Kinshasa ont exprimé leur mécontentement ce jeudi 10 juin au micro de votre rédaction. Ils décrient le tas piteux de cette chaussée devenue impraticable. Cette avenue est abîmée depuis plus de 2 ans. Cela crée des accidents. Nous demandons aux autorités de nous trouver une solution pour cette route. Cette avenue est détruite à cause des personnes qui l'ont construite. Avant les élections, elle était très délabrée. C'est parmi les avenues qui ont bénéficié des travaux des 100 premiers jours du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il faut des personnes qui sont capables de construire pour bien le faire. En but à cette situation difficile, ils ont sollicité l'implication de l'État congolais pour la réhabilitation de cette artère. Les usagers de cette route s'attendent ainsi à une solution rapide de la part du ministère des Infrastructures et Travaux publics ainsi que de l'Office de voirie et drainage. Au coup d'envoi de la phase finale de la 56e Coupe du Congo Football, messieurs, donnée jeudi 10 juin 2020, le Daring Club Motema Pembe a réussi ses représailles face au FC Renaissance qui l'avait battu en manche retour de la Vodacom Ligue 1 le 25 avril dernier. Dans un stade de martyrs où quelques supporters sont entrés et sur le gazon duquel les deux équipes ne se sont pas fait des cadeaux, la team vert et blanc a fait l'essentiel en marquant à la 75e minute l'unique but de la rencontre par William Likuta. Dans ses propos à la fin de ces duels marqués par des matraquages, surtout de la part du FC Renaissance, Vidiye Chimanga, président du Daring Club Motema Pembe, s'est montré réservé, considérant que cette victoire n'était qu'un pas de son équipe vers les titres, déclarant, nous citons, « Chaque match est comme une finale. On va aller jusqu'au bout. La seule chose que je demande aux supporters, c'est d'être derrière leur équipe. » Pas derrière un président ou derrière un comité, mais derrière leur équipe. C'est leur équipe qui est en train de jouer et qui cherche à leur faire honneur. Fin de citation. Dans l'autre rencontre, AC Rangers a écarté Kyungu Pemba de Kikwit par 1-0. Sachez que lors de sa prochaine sortie, le lundi 14 juin, le DSMP retrouvera FCMK de Kinshasa et l'adversaire d'AC Rangers sera connu au terme du match entre Ndombe et Céleste. Il tient de rappeler que depuis la phase de groupe, la 56e Coupe du Congo se joue à élimination directe. Le tirage au sort de cette édition est survenu le lundi 17 juin à Kinshasa. 11 clubs proviennent des ligues provinciales et 15 clubs de la Lina Foot, parmi lesquels 8 de la Vodacom Ligue 2 et 7 de la Vodacom Ligue 1. Les phases de poules et finales auront lieu exceptionnellement à Kinshasa à partir du 10 juin. Voici du reste le programme de cette 56e Coupe du Congo. Phase de poule du 10 au 21 juin 2021, les quarts de finale le 24 juin 2021, les demi-finales le 27 juin et la finale le 30 juin. Les FCMK de Kinshasa, Don Bosco de Lubumbashi et Kunduyi ont été exemptés de la phase des poules. Place à présent au rappel des principaux titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec les 85 sénateurs membres de l'Union sacrée. Cette rencontre a permis au chef de l'État de féliciter de vive voix ses parlementaires et de les encourager pour leur appartenance à l'Union sacrée de la nation. L'avenue Bokassa, reliant la commune de Barumbu à celle de Kinshasa, est dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de ce tronçon routier de la capitale ont lancé un SOS aux autorités compétentes. Enfin, pour lutter contre la troisième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo, Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a appelé la population quinoise au respect strict de mesures barrières. C'est tout pour cette édition rétrospective. Merci à vous qui l'avez suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.